Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission de ce soir où on va accueillir deux personnes qui vont être extrêmement intéressantes sur le sujet qu'on va aborder ce soir, à savoir le totalitarisme dans son ensemble. On va accueillir Ariane Biran et Slobodan Despot. Je vais d'abord les accueillir et puis je vais vous les présenter quand ils seront avec nous. Donc Ariane est là et Slobodan également. Bonsoir à vous deux. Enfin rebonsoir, parce qu'on s'est déjà parlé un petit peu en off. Bonsoir. Alors, donc Ariane Biran, est-ce que c'est la peine que je continue à te présenter, parce que je pense que les gens commencent à te connaître, mais quand même pour la forme. Donc Ariane Biran, normalienne, docteur en psychopathologie avec une triple formation universitaire en lettres classiques, philosophie morale et politique et psychologie clinique. Donc à ce titre, ton expérience professionnelle, ça t'a amené à étudier aussi les dérives totalitaires. Tu es docteur en psychopathologie et spécialisé dans les phénomènes totalitaires. Est-ce que c'est exhaustif? Tu peux rajouter quelque chose? Non, mais c'est très bien. Ok. Alors, Slobodan Despot, né en Yougoslavie, enfin en ex-Yougoslavie, en Serbie actuellement, cofondateur des éditions Xenia à Sion en Suisse depuis 2006, cofondateur aussi de cette lettre numérique dont j'aimerais bien vous parler en fin d'émission, parce que c'est vraiment très 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 intéressant, et je remercie Ariane de m'avoir transmis ce document. Cofondateur d'Antipresse avec Jean-François Fournier en 2015, de nombreux essais, puis 2 livres, 2 romans édités chez Gallimard, Le Rayon Bleu en 2017 et Le Miel en 2014. Ouais. Voilà pour les présentations. Je vous remercie tous les deux d'être là avec nous ce soir. On va parler de pas mal de choses, mais j'aimerais bien justement avoir un peu vos avis éclairés sur ce qui se passe actuellement dans le monde, donc sur la situation géopolitique actuelle. On va parler du Covid, on va parler de l'Ukraine, on va parler de la propagande peut-être. Je pense que c'est quelque chose sur lequel tu pourras peut-être un peu t'exprimer, Slobodan. Je pense que tu connais bien le sujet. Donc tout d'abord, on va commencer par vos parcours respectifs. Et voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à œuvrer comme vous le faites, dans des conditions qui ne sont pas simples. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos parcours pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui, avec votre position justement face à ce qui se passe aujourd'hui en termes de propagande, en termes de totalitarisme, en termes de changement sociétal? Peut-être Slobodan d'abord. Ariane, tu n'as pas l'air inspiré. Je vais laisser Slobodan. Ah voilà, elle me laisse. Je pense que Le monsieur précède la dame à l'entrée du restaurant. oui, et en montant les escaliers aussi. Voilà. Je ne trouve pas, contrairement à ce que tu dis, Thierry, je ne trouve pas que la situation soit particulièrement compliquée. Elle est comme elle est toujours. Avant que nous soyons entrés dans cette dystopie que nous connaissons depuis publiquement et visiblement depuis 2020, nous vivions dans un monde un peu différent où les problèmes étaient différents. Allez, maintenant, vous vous faites censurer, vous vous faites ostraciser, vous vous faites traiter de tous les noms de complotistes, de je ne sais pas quoi, par des gens qui, par exemple, avec qui vous travaillez ou avec qui vous aviez des relations même d'amitié, professionnelles ou autres. Et d'un autre côté, vous avez beaucoup de gens qui vous écoutent ou vous lisent. Alors qu'autrefois, avant cela, c'était l'inverse. Vous pouviez parler tant que vous vouliez, mais c'était très souvent dans le désert. Parce que beaucoup de gens n'avaient pas de motif particulier pour s'intéresser à des sujets tels que celui qu'on aborde ce soir. Ça ne les concernait pas. À la rigueur, ils avaient vu L'espion qui venait du froid, le film d'après le roman de John le Carré, ou bien ils avaient lu L'archipel du Goulag, et ils se disaient mon Dieu, heureusement que ce n'est pas chez nous. Et ça ne peut pas arriver chez nous. Ça ne peut se produire que chez ces sauvages de Russes, ou bien chez ces tarés d'Allemands nazis. Et puis en fait, ça peut très bien arriver chez nous, ça frappe à ta porte, c'est très près de chez toi, et quand ça arrive,
même si tu as beaucoup de lectures, j'ai remarqué que beaucoup de gens qui avaient beaucoup de lectures dans ce domaine étaient tout aussi désarçonnés que ceux qui ne se doutaient de rien. Et donc, à partir de ce moment-là, tout effort d'élucidation, tout effort de compréhension, de mise en situation ou de mise en parallèle de réalité déjà vécue est perçu avec reconnaissance par des gens que la nouveauté et que le côté malgré tout inédit de cette situation rendent anxieux, ce qui est normal. Voilà, donc pour te reprendre un peu, je ne pense pas que la situation soit particulièrement difficile. Bon, on peut toujours être arrêté ou assassiné, mais ce sont les risques du métier. Mais c'est une période d'élucidation, de révélation, d'apocalypse, révélation, et donc extrêmement intéressante et fertile. Voilà. Très bien, merci beaucoup Slobodan. Ariane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je suis d'accord avec Slobodan. Je pense que simplement c'est apparu à la lumière de tous qu'effectivement il y avait une corruption majeure du système. Alors après, les gens s'en saisissent ou pas, mais disons que les histoires aujourd'hui, par exemple, de censure, etc., moi, je les avais déjà vécues dans un environnement où finalement personne ne le vivait. Donc, nous étions très peu nombreux quand j'avais commencé mon alerte sur les droits sexuels de l'OMS. J'ai exactement vécu ce que maintenant vivent tous les lanceurs d'alerte. D'ailleurs, je suis sortie de Facebook en 2020. Je me suis dit, c'est bon, ça va être la même chose. Donc, je m'en vais. Pour essayer de répondre à la question, je pense que si j'essaye de réfléchir me concernant, j'ai toujours eu accès à l'autre version de la réalité. C'est-à-dire que ce soit la misère, la souffrance qu'il y a derrière, que ça soit d'ailleurs dans ma famille, j'étais un petit peu la confidente des différents secrets des uns des autres, mais également dans l'environnement social où j'ai grandi. Et puis après, comme par exemple, j'étais pas du tout, j'étais vraiment un électron libre, pas du tout à des places qui normalement, pour lesquelles j'aurais pas dû être dans les endroits où je me suis retrouvée. Et dans les endroits où je me suis retrouvée, j'avais accès à l'autre réalité. Donc, je pense que j'ai jamais été dupe des discours. Et nous avons eu affaire depuis 2020 essentiellement à une corruption des discours. Donc, quand on n'est pas dupe des discours et qu'on essaie de réfléchir à ce qu'il y a derrière le discours, et que par ailleurs on n'est pas fan, ce qui est mon cas, des groupements majoritaires. Déjà, je n'aime pas les groupes et je n'aime pas les groupes majoritaires qui ont des opinions majoritaires, donc je suis toujours méfier de ça. Dès qu'il y a quelque chose qui devient une sorte de vérité approuvée par la majorité, je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une place en réalité qui est à la fois une place d'observation, une place un peu à distance, une place qui interroge. Voilà, je dirais ça comme ça. Le micro. Ah, le micro. Pardon, excusez-moi, c'est vrai que je coupe mon micro et j'oublie de le remettre à chaque fois. Alors, je disais merci beaucoup pour vos réponses. On va passer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Et je vais vous demander vos avis respectifs sur le Covid et sur l'Ukraine. Et je fais exprès de mettre les deux dans la même question parce que autant qu'observateur, on peut avoir l'impression que la mécanique est la même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Qu'en pensez-vous? Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Covid? Qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine pour vous? Qui? Slobodan, on va reprendre l'ordre. Bon, alors, je dois ouvrir le feu à chaque fois. Bon, alors, la première chose qui m'a frappé ces derniers temps, c'est un fait, un fait statistique. On a réalisé une étude, un sondage au Canada sur les réactions des gens à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine. Et ce sondage a permis d'établir de manière assez spectaculaire que
les deux camps qui se reforment sont les mêmes. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas cru à la narration, au storytelling du Covid, ne croient pas non plus au storytelling ukrainien. En gros, c'est évidemment pas à 100%, mais je n'ai pas les pourcentages tous selon classe d'âge ou de niveau d'éducation en tête, mais c'était assez convaincant. Et dans mon environnement personnel, que ce soit parmi mes contacts, les gens, finalement, le cercle d'amis que je me suis fait ou que j'ai épuré depuis le début de la crise covidienne, ou que ce soit parmi les lecteurs de l'antipresse, dont beaucoup ont rejoint l'antipresse parce que nous racontions une histoire différente sur le Covid par rapport aux médias de grand chemin. Donc, là, il y a une sorte de, pas d'unanimité, il y a des gens qui contestent, mais il y a d'une manière générale, la compréhension qu'on a affaire, dans une certaine mesure, à un seul et même phénomène. Évidemment, on ne va pas comparer une maladie avec une guerre. Bon, il y a des analogies allégoriques, symboliques, tout ce qu'on veut, mais la maladie est une chose, la guerre en est une autre. Mais la manière, et je pense que Ariane pourra nous en parler mieux que moi, la manière dont on a voulu créer la réalité et imposer la réalité d'un danger ou d'une menace dans le premier cas, d'un autre danger, d'une autre menace dans l'autre, est totalement analogue. Et quand on a été accoutumé à, je n'aime pas ce verbe parce que les médias l'utilisent beaucoup, mais à décoder ou à décrypter la rhétorique covidiste qui vous pousse à adopter certains comportements totalement absurdes, et qui ne le fait qu'avec des mots. Les contraintes physiques ou matérielles, les amendes, ne sont que des moyens extrêmes et marginaux. L'immense majorité des gens, durant le Covid, n'ont été convaincus de se plier à ce régime absurde et dystopique qu'avec des mots. La blague qui circulait, c'était si tu veux que la pandémie de Covid s'arrête, tu éteins ta télé. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs, c'est assez cocasse et même assez cynique, Monsieur Bill Gates a attrapé le Covid. On sait que c'était lui le principal promoteur de cette opération, n'est-ce pas? Il a attrapé le Covid, puis il dit, bon, ben voilà, j'ai des symptômes. On est déçus en bien, comme diraient les Suisses. C'est pas terrible. Et puis il dit à un moment donné dans une interview, ah ben au fond, le Covid, en gros, nous a bien déçus. Les symptômes sont beaucoup moins graves que ceux à quoi on s'attendait. Il l'a dit. En fait, il se fout de votre gueule. Parce que à aucun moment, je pense, il n'a cru que ces symptômes seraient plus que ça. Il se fout de votre gueule, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous avons fait, tous ces gens qui se sont mis la bavette sur les naseaux et qui continuent de se la mettre même une fois qu'il est permis de l'enlever, tous ces gens qui ont rompu des contacts humains, qui ont renoncé à embrasser leurs enfants ou leurs parents ou leurs grands-parents à cause de cette menace, eh ben, ils ont été hypnotisés par du verbiage, par un langage. Rien de plus que ça, par une narration. Et aujourd'hui, quand vous voyez que l'Ukraine remporte l'Eurovision avant de remporter probablement le Festival de Cannes, voire le concours Miss Monde, parce qu'il n'y a pas d'autre option que de donner tous ces prix à l'Ukraine. Quand vous entendez des commentateurs stratégiques, des commentateurs, attention, je mets les guillemets, militaires, stratégiques, géopolitiques, vous expliquez que l'Ukraine est en train de gagner la guerre alors qu'elle n'a pas mené une seule contre-offensive réussie, ni même une seule contre-offensive à proprement parler depuis le 24 février dernier, vous dites, mais ils sont dans une réalité parallèle. Et cette réalité parallèle,
eh bien, la narratologie du Covid nous l'a légué et permet de mettre dans la même boîte toutes sortes de contenus. Ce qui fait aussi, et je m'arrêterai là, ce qui fait aussi que ceux qui n'ont pas marché dans la première narration ne marchent pas dans la seconde parce qu'ils se rendent compte de l'analogie des structures. Quand un film ne vous intéresse pas parce qu'il est surfait, parce qu'il n'est pas crédible, vous regardez, puisqu'il faut le regarder de toute façon, vous regardez les mouvements de caméra, la prise de son, le jeu des acteurs, et vous voyez beaucoup mieux de quoi est fait le tissu du mensonge, dans la mesure où un film ou une pièce de théâtre, c'est un mensonge sur scène, n'est-ce pas? Mais qui est accepté comme tel. Mais quand le film n'est pas intéressant et que vous savez comment il va se terminer parce que les ficelles sont trop grosses, eh bien, vous examinez avec beaucoup plus d'attention la texture. Et quand vous examinez la texture, vous voyez que c'est vraiment très, très grossier. C'est vraiment, on nous fait passer à travers un train fantôme, quoi, comme les enfants. Alors justement, tu parles ici de décalage entre la réalité et puis la narration. C'est quand même le propre des phénomènes totalitaires. Et Ariane, je vais te laisser t'exprimer là-dessus, parce que c'est clairement quelque chose dont on a déjà parlé d'ailleurs dans des émissions précédentes. Mais là, j'ai l'impression, j'entends beaucoup parler de sémantique en fait, de sémantique et des mots. Et on a vu justement dans le livre que tu avais écrit avec Vincent Pavant, Ariane, quand tu parlais de la perversion du langage, que c'est quelque chose de très, très important et de très corrélé au phénomène totalitaire. On a l'impression d'une solution clé en main qu'on applique exactement de la même façon sur le Covid et sur l'Ukraine et qu'on pourrait appliquer à n'importe quoi d'autre. Ça peut demain être le changement climatique, je dis ça au hasard, hein. Mais en gros, donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus justement pour compléter ce que disait Slobodan par rapport à ce narratif qui s'écarte de la réalité? Il faut rappeler ce que disait Hannah Arendt, c'est-à-dire que l'idéologie, dans le phénomène totalitaire, elle veut s'imposer à la réalité d'expérience. Donc, elle va faire en sorte que cette réalité lui corresponde. Je trouve qu'il y a quand même un glissement. Je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Slobodan. Et je trouve que nous avons encore franchi davantage une étape, je ne sais pas comment on pourrait le nommer, avec quelque chose qui est totalement assumé désormais du côté du théâtre. Et ça, c'est quand même un point très important, c'est-à-dire que nous avons des acteurs qui confondent leur pièce de théâtre, un récit, quel qu'il soit, même un récit qui pourrait être fictif, mais qui au moins aurait un caractère vraisemblable, et la réalité. Et je crois, il me semble que psychologiquement, ils le confondent réellement. C'est-à-dire que nous sommes dans un registre qu'on appelle histrionique, qui relève de la psychose. Je crois que nous avons aujourd'hui des acteurs politiques, et c'est l'indication d'un certain degré de dépendance et de décadence, dépendance affective, immaturité, tyrannie et décadence. Et quelque part, donc, de fait, on va changer les décors, on va changer la couleur locale, on va changer, on va faire semblant de changer les acteurs. Et selon les besoins du moment, on change le récit, ou la diction, ou la déclamation, et peu importe ce qui a été dit avant. Et je trouve que ce phénomène s'aggrave. Alors, ce phénomène, moi, personnellement, me fait penser réellement au 1er siècle après Jésus-Christ, à la décadence des empereurs romains, où il y avait cette confusion entre le théâtre et la politique. Et je vais aller plus loin, et ceux qui suivent mon travail verront tout à fait à quoi je fais référence. Cette confusion entre théâtre et politique vient d'un problème de mœurs, c'est-à-dire une décadence morale et de pratiques sexuelles complètement débridées. Je vais prendre des exemples. Au 1er siècle après Jésus-Christ. Et vous ferez vos analogies pour ceux qui veulent avancer sur les cas qui nous occupent, hein, c'est-à-dire les cocaïnonnés, les acteurs politiques français, ukrainiens ou autres qui occupent le devant de la scène.
Je vais prendre un exemple qui est Tibère. Donc Tibère est un empereur qui a, bien sûr, il a travaillé à la réforme des mœurs de l'Empire romain. Donc, d'abord, premièrement, il est connu pour avoir fait des orgies. Hein, il a fait des orgies avec des types qu'il a ensuite envoyés pour régir les mœurs de l'Empire romain, c'est-à-dire aux Romains, comment ils devaient se comporter sur le plan moral. Donc, il y en a un, le lendemain de l'orgie qu'il fait avec lui, il l'envoie premier gouverneur de la Syrie et le second préfet de Rome. Hein. Mais alors, Tibère, il est également connu pour des faits de pédophilie avérée. Hein. Donc, je vais vous retrouver un petit passage. Voilà, donc c'est chez Suétone. On lui prête des turpitudes encore plus infâmes et telles qu'on ose à peine les décrire ou les entendre exposer, il n'y a plus forte raison y croire. Il aurait habitué des enfants de l'âge le plus tendre, qu'il appelait ses petits poissons, à se tenir et à jouer entre ses cuisses pendant qu'ils nageaient pour l'exciter peu à peu de leur langue et de leur morsure. On dit même qu'en guise de sein, il donnait à téter ses parties naturelles à des enfants déjà passablement vigoureux, mais non encore sevrés. C'était assurément ce genre de jouissance que son goût et son âge le portaient le plus. Donc voilà qui a fait la réforme des mœurs de l'Empire romain. Et puis après, on a eu finalement, en tant qu'histrionniste aggravé, nous avons eu bien sûr Néron. Alors Néron, qui est connu pour avoir créé l'incendie de Rome, avoir accusé les chrétiens, bien sûr, d'avoir commis cet incendie de Rome, les chrétiens qui ont été accusés pour leur haine du genre humain. Hein, il faut quand même recontextualiser. Ils ont été martyrisés, persécutés pour leur haine du genre humain. Et Néron, donc, qui avait également pillé à Delphes, hein, il était reparti avec 500 statues de bronze, et puis bon, il avait fait des tas de... Et alors, Néron, je vais citer ses mœurs. Alors, outre ses débauches avec des jeunes gens, des jeunes hommes libres et son commerce avec des femmes mariées, il fit violence à la Vestale Rouvria. Alors, les Vestales, c'était intouchable, hein, c'était censé rester absolument vierge. Peu s'en fallut qu'il ne prit pour épouse légitime son affranchie, et il avait soudoyé des consulaires chargés de certifier par un faux serment qu'elle était d'origine royale. Après avoir fait émasculer un enfant nommé Sporus, il prétendit même le métamorphoser en femme, se le fit amener avec sa dot et son voile rouge en grand cortège, suivant le cérémonial ordinaire du mariage, et le traita comme son épouse. Donc moi, je pense que ce qui nous arrive, c'est un problème de décadence morale gravissime des acteurs politiques, et que nous subissons, et que nous vivons dans un moment qui est comparable au premier empire, au premier siècle de l'Empire romain. Ben, merci beaucoup. C'est toujours intéressant de faire des parallèles avec l'histoire, justement, parce que l'histoire se répète malheureusement. Alors, je vais vous demander alors, je vais vous poser la question suivante. Que pensez-vous de la facilité avec laquelle ces narratifs fonctionnent sur les masses? Mais avant que vous répondiez à cette question, je vais passer un petit extrait vidéo. C'est sorti aujourd'hui, c'est Lobs qui fait ça et c'est un micro-trottoir. Je vous laisse réagir dans les commentaires aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, on réagit après parce que je pense qu'il faut le voir quand même pour. Vous avez eu un petit aperçu, mais on va tout mettre en fait. De juste faire semblant qu'il n'y a plus d'épidémie, quoi. Moi, c'est pour me protéger moi, c'est aussi pour protéger les autres. Si jamais il se trouve que par maladresse, moi aussi, je fais pas non plus super confiance aux gens pour être hyper sérieux vis-à-vis du Covid, etc. Et puis on sait qu'il y a toujours des chiffres qui sont assez choquants. Et je trouve ça peut-être pas très normal de juste faire semblant qu'il n'y a plus d'épidémie, quoi. Écoutez, je pense qu'on doit avoir peut-être un petit temps d'adaptation. Ce matin, on a pris le métro très tôt, il y avait vraiment beaucoup de monde. On était collés et franchement, j'ai préféré le mettre, quoi. Oui, il y a des endroits très propices quand même. Hein. On ne sait pas qui on côtoie, en fait. Hein. Je pense qu'il y a encore des gens qui ne gênent pas de ne pas être vaccinés et de ne pas porter de masque. D'après ce que disent les scientifiques et les médecins, oui, je pense que c'est un peu tôt quand même. Il y a encore pas mal de cas par jour. Donc, même si l'Omicron est un petit peu moins virulent, je pense qu'on n'en est pas sorti encore, quoi. Voilà. Alors,
On n'en est pas sorti encore. J'ai pas mis tout l'extrait, ça dure 3 minutes, mais en gros, voilà, vous avez un petit peu la teneur du truc, quoi. Moi, je vais m'abstenir de commenter ça. Je vais vous laisser, je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez. Peut-être Ariane pour commencer. Et puis, Moi, ça me fait de la peine. Donc, Hmm. non, ça me fait de la peine. Ce sont des personnes qui sont encore avalées dans la peur, dans le discours sectaire de la peur, et donc elles continuent logiquement. Par contre, elles sont logiques par rapport au discours de départ, hein, contrairement aux acteurs politiques. Donc, ce sont des personnes qui restent dans la peur. C'est une pandémie de peur. Qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là, ils voient la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron où il fait des papouilles et des câlins à tout le monde, etc., qui met une petite claque à Édouard Philippe ici et qui le serre dans... Enfin, et le lendemain, Roselyne Bachelot qui apparaît avec Macron, un masque. il est immunisé par le Saint-Esprit. C'est pas pareil. D'accord, ok. Ça doit être pour ça. C'est vrai qu'il est aussi épidémiologiste, on nous avait dit, donc... Enfin bon, bref. Slobodan, une petite réaction peut-être par rapport à ce micro-trottoir là qui est tout frais, tout neuf. Hein, il vient de sortir. Voilà. Donc sache que le masque n'est plus obligatoire dans les transports depuis lundi en France parce que le Covid, dimanche soir, il a arrêté d'aller dans les transports. Bravo. Il a préféré donc prendre sa voiture que d'aller dans les transports publics. C'est ça. C'est grâce à la prime de 15 centimes. Il est en trottinette. Non, mais tu sais, ce serait facile de ricaner, mais j'observe quand même une chose, c'est que si tu vas en Asie ou si tu regardes les touristes asiatiques qui viennent chez nous, ben, ils ont des masques. Même avant le Covid, ils portaient des masques. Parce qu'il y a, chez une partie des populations modernes, une sorte d'hygiénisme qui est assez religieux et qui est pour partie religieux et pour partie un dérivé, une dérive d'une logique devenue folle, qui est la logique du principe de précaution. Le principe de précaution, c'est ce qui fait que tu ne peux plus aujourd'hui acheter une voiture qui ne va pas te rééduquer toutes les 30 secondes. Elle va faire bip parce que tu n'as pas mis ta ceinture, elle va faire boop parce que tu es en excès de vitesse, elle va te signaler que tu es trop près du type de devant, que au parquage, tu n'es pas foutu de parquer tout seul. Elle va déclencher toutes sortes de systèmes. Enfin, bref, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est impossible. Et il paraît même que selon les nouveaux règlements européens, maintenant, les nouvelles voitures vont être équipées de systèmes sinon de contrôle de ta conduite, du moins de dénonciation. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est dans la logique d'un conditionnement, d'une nouvelle anthropologie et d'une nouvelle conception du monde qui, si on va jusqu'au bout du raisonnement, puisque Ariane est allé jusqu'à la racine même de la dérive, disons, de la décadence actuelle, je ne peux pas faire moins que d'aller jusqu'au bout du comportement et de relever que, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'une peur de la mort comme jamais l'humanité n'en a connu. Il n'y a aucune préparation à la mort dans cette société. Donc, si dans cette société, on vous explique qu'il y a un virus qui circule et que vous avez 0,0000% de chance de l'attraper et qu'ensuite, l'ayant attrapé, vous avez 0,0000 chance d'en mourir, eh bien, c'est quand même le danger d'une perte irréparable. Donc, même là, évidemment que notre logique, notre raisonnement, notre bon sens va s'opposer à ce raisonnement, non pas sur le fond ontologique, mais en disant, mais il y a 36 000 autres virus. Ces mêmes gens qui sortent du métro avec des masques ont beaucoup plus de risques de mourir écrasés par un chauffard dans cette même rue de Paris. Ou bien d'attraper des maladies nosocomiales s'ils vont se faire tester toutes les semaines. Mais là intervient évidemment le surmoi, le cœur antique, le cœur qui répète toujours son antienne et qui est la fonction des médias, qui leur ont tellement bourré le mou, qui leur ont tellement chanté cette chanson, que voilà, c'est le repère. À part ça,
excusez-moi de vous prendre un peu plus de temps, mais c'est quelque chose d'extraordinairement troublant que j'ai découvert dans un livre de psychologie appliquée qui est très populaire, qui est le bouquin de Daniel Kahneman, qui est le seul psychologue, je crois, qui a eu un prix Nobel d'économie. Et Kahneman a écrit un livre qui s'intitule Thinking, les deux vitesses de la pensée, voilà. Thinking fast and thinking slow, les deux vitesses de la pensée. Ou bref, c'est de la psychologie appliquée. Et j'ai découvert dans ce bouquin qu'un de ses collègues avait découvert un principe cognitif extrêmement intéressant, qui était celui de la disponibilité des informations. C'est-à-dire que ce que vous croyez être vrai, ce n'est pas la chose ou le syntagme, la proposition que vous avez, sur laquelle vous avez une certitude forgée par votre expérience ou par un raisonnement très serré, c'est la chose qui tourne le plus souvent, qui est le plus proche de la surface de votre esprit. En gros, c'est le principe de Goebbels. Répétez un mensonge 100 fois et il deviendra vérité. Mais les psychologues l'ont évidemment démontré, avec des expériences extrêmement probantes, comme par exemple, et ça c'est quelque chose qui est très très important dans le conditionnement covidien, une expérience très simple qui consiste à demander à 2 groupes de personnes de citer, premier groupe, 6 moments de leur vie où ils ont eu une action affirmative, une action de leader. L'autre groupe, on leur demande de citer 12 moments de leur vie où ils ont eu une action de leader. À la fin, quand les 2 groupes ont réussi à se creuser la mémoire pour citer ces moments, on leur demande aux 2 groupes, est-ce que vous vous sentez plutôt un leader ou un suiveur? Eh bien, ceux du groupe à 12 se déclarent suiveurs et ceux du groupe à 6 se déclarent plutôt leader. Pourquoi? Alors que si vous avez 12 moments dans votre vie où vous avez été leader, il y a plus de chances que vous soyez un vrai leader que si vous n'en avez que 6. C'est parce qu'il a été beaucoup plus difficile d'amener à la surface de la mémoire 12 moments de sa vie que 6. Et le principe de tout ce que nous avons là est le même. C'est-à-dire que ces gens ont baigné, y compris dans le métro, dans une marinade de messages anxiogènes. Ils ne peuvent pas en sortir. Ce sont des patients pour toi, Ariane. Ce n'est rien d'autre. On ne peut qu'avoir de la compassion. Donc voilà. C'est extrêmement intéressant. Moi, ça me rappelle, c'est dans justement les chroniques du totalitarisme, donc c'est d'Ariane. Il y a ce passage qui me fait vraiment penser à ce qui se passe aujourd'hui. Le régime totalitaire met en scène 3 angoisses traumatiques majeures, l'angoisse de mourir, l'angoisse de tout perdre et l'angoisse de morcellement. Il propose une idéologie, une croyance illusoire dans laquelle l'individu peut se croire à l'abri de traverser ces 2 situations pourvu qu'il soit le bon élève obéissant. Le déni ayant permis la sidération de la pensée, l'individu est comme dépossédé de lui-même et fonctionne comme un automate. Le système totalitaire occupe alors le terrain de la vie psychique des citoyens par une autre narration délirante, un discours de certitude qui a réponse à tout. Big Brother pense pour vous, c'est là où on retrouve l'analogie avec la voiture, avec les boîtes noires qu'ils veulent mettre maintenant dans les voitures et tout. Big Brother pense pour vous et vous prend en charge, ne pensez plus, tout ira bien. Voici l'origine du phénomène que certains appellent l'hypnose de masse. Est-ce que tu peux réagir là-dessus, Ariane? C'est toi qui as écrit ça, mais est-ce que tu peux nous... Mets-nous une note en bas de page. Je suis encore d'accord avec ce que j'écris. Des fois, c'est pas... Je suis toujours d'accord avec toi, bon, c'est bien. Non. Pas mal. Je crois que le plus important, parce que la question, c'est qu'est-ce qui fait que la personne, elle rentre dans le déni. Alors, elle rentre dans le déni, c'est-à-dire le déni, c'est l'incapacité de se représenter une situation. Elle y rentre parce que la situation qu'elle doit se représenter est insupportable, est trop violente. Donc, il y a une espèce d'écran, on met les lunettes de soleil et on ne veut pas voir cette situation. Maintenant, la question, c'est, le déni est une chose, mais ensuite, comment on rentre dans la narration délirante qui est proposée, c'est encore une autre étape.
C'est-à-dire qu'on peut être dans le déni sans forcément rentrer dans cette narration délirante. Alors évidemment, le pouvoir harceleur, il met tout le temps ça en place, c'est-à-dire qu'il fait des chocs traumatiques de façon à ce que les gens soient en situation de déni, parce qu'à ce moment-là, quand ils sont en situation de déni, il est plus facile de les faire rentrer dans la narration délirante. Mais ce n'est pas une garantie. Alors, donc, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui fait rentrer dans la narration délirante? Ce qui fait rentrer dans la narration délirante, il me semble qu'effectivement, ce sont ces 3 angoisses. Alors, la première, c'est l'angoisse de mort. L'angoisse de mourir, évidemment, c'est ça qui a été agité. Et effectivement, je pense que plus on est éloigné de l'expérience quotidienne de la mort, plus on est vulnérable à cette angoisse de mourir. Et je me faisais cette réflexion pour moi-même, effectivement, pourquoi les paysans sont moins réceptifs aussi à toute cette narration, parce qu'en général, ils ont des animaux et les animaux meurent. Donc il y a quand même un cycle qui est logique. Et on est régulièrement confronté à ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'angoisse de perte, celle-là est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose en psychologie qui est lié à la psychose. C'est ce que Freud avait appelé le deuil pathologique, c'est-à-dire l'incapacité de faire le deuil soit d'une personne qu'on a perdue, soit d'une relation qu'on a perdue, soit d'un travail qu'on a perdu. Et c'est quelque chose qui est vraiment un nœud psychologique. Et donc, il faut des conditions aussi pour réussir à faire le deuil d'une situation. Alors, par exemple, il est beaucoup plus difficile de faire un deuil si on n'a pas vu, on n'a pas matérialisé que la personne était morte, par exemple. Donc, évidemment, tout ce qui s'est passé au niveau du traitement des morts dans la pandémie, mais aussi les gens dans cette situation, qui est quelque chose qui fabrique cette situation, qui est le deuil pathologique. Les maladies mentales se créent sur le deuil pathologique. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire l'incapacité, on va le dire dans les termes communs, de digérer la perte de quelque chose et de le conscientiser. Parce qu'à la limite, si on le conscientise, si on a un problème à cet endroit-là, déjà, on est beaucoup plus avancé que si on ne le conscientise pas. Donc ça, c'est fondamental. Et ensuite, l'angoisse de morcellement, je pense, alors c'est quelque chose de très archaïque qui est lié à la psychose aussi. Dans la psychose, on n'a pas un rapport à son propre corps qui est clair. C'est-à-dire, l'incarnation, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, par exemple, dans la schizophrénie, on peut avoir la sensation que son bras s'étend jusqu'à l'autre bout de la pièce ou jusqu'au plafond. Enfin, c'est pas très, très clair, quoi. Les contours de son propre corps, sa finitude, ses propres limites. Et une confusion entre l'autre et soi. Et donc, quand on n'est pas très clair, très au clair psychiquement avec les limites et les contours de son propre corps, on est victime d'une angoisse de morcellement. C'est-à-dire, on peut avoir la sensation que son corps est morcelé, que les morceaux que son corps n'est pas assemblé, n'est pas en morceaux. Moi, personnellement, c'est la sensation que me donnent ces acteurs politiques dans leur rapport avec leur propre corps. Donc, je pense qu'il y a... Et donc, ce qui se passe, c'est que, évidemment, dans la psychose, où est-ce qu'on ira chercher ses limites? Dans le corps à corps avec l'autre. Donc, le corps à corps, il peut évidemment, comme dans la psychose paranoïaque, être un corps à corps passionnel qui vient tuer l'autre ou le transgresser. Et je pense qu'il y a tout ça fait partie de la pathologie totalitaire. Alors, justement, dans tes je peux rajouter quelque chose. Je crois que toute l'histoire de notre vie psychique, elle pourrait se résumer en finalement comment nous séparer en nous sentant en sécurité. C'est toute l'histoire de l'enfance, de l'éducation, comment l'enfant va réussir à se séparer d'abord de sa mère, ensuite de ses attachements primaires, en créant d'autres liens d'attachement. Donc comment il va réussir lui-même à, quand on va prendre l'exemple fameux du doudou, il va projeter son sentiment de sécurité sur son doudou. C'est lui-même qui va créer sa sécurité intérieure en l'absence de sa mère. Donc, toute la question est là. Et en fait, on passe notre vie à tenter de créer des liens d'attachement qui nous permettent de nous sécuriser. Le totalitarisme vient nous dire non, mais ça, c'est pas possible, je vais tout te prendre. Et en même temps, après, on doit apprendre à s'en défaire. Donc, en fait, c'est une question fondamentale qui traverse tous les êtres humains. Et quand le totalitarisme il vient appuyer sur cette question, il est sûr
d'appuyer cette question chez tout le monde, en fait. Voilà, qu'est-ce que je vais perdre? Quels sont les objets, le travail, les gens que j'aime? Voilà. Et je trouve que si je reviens aussi sur le rapport aux morts, c'est quand même ce qui a mis le feu à la Colombie l'année dernière, hein, la question des funérailles au niveau du Covid, la question de l'augmentation du prix des funérailles. Derrière, il y avait la question des corps qui étaient rendus les sacs poubelles. C'était quelque chose d'inconcevable. Et je crois que ce qui se passe, c'est que comment nous séparer en nous sentant en sécurité, y compris nous séparer de nos morts, eh bien, ça implique toute une série de rituels de passage. Et si nous n'appliquons pas ces rituels de passage, nous sommes avec des morts vivants, psychiquement. Et c'est le terreau, c'est le terreau de la psychose, c'est le terreau également des climats incestuels dans les familles, de toutes les transgressions possibles. Merci beaucoup, c'est passionnant. C'est triste, mais passionnant. Mon micro est ouvert, oui, c'est bon, j'ai cru qu'il était encore fermé. Dans les chroniques du totalitarisme, tu parles de quelques solutions. Justement, j'aimerais aborder cette thématique avec vous deux. Des solutions pour sortir du déni ou pour essayer de faire en sorte que quelqu'un sorte du déni. Donc déjà, tu t'expliques qu'il ne faut jamais y aller en frontal, sinon la personne elle va se remettre dans le déni encore plus. Il faut essayer de parler d'autres choses, essayer de surtout pas couper les liens. De ne pas projeter sa propre angoisse sur l'autre personne également, parce qu'elle va se sentir, déjà qu'elle est pétrie d'angoisse, elle va se sentir encore plus agressée, etc. Tout ça, c'est des pistes un peu c'est des pistes voilà, en termes d'action concrète. Mais quelles seraient selon vous, et cette question s'adresse à vous deux, peut-être Slobodan d'abord pour le coup, puisque comme ça intervertit un peu les rôles, des solutions ou pas, peut-être qu'il n'y en a pas, hein, mais je veux dire, voilà, je suis obligé de poser cette question quand même. Je pense qu'il y en a quand même un peu. Des solutions à mettre en place pour traverser au mieux cette période. Voilà, c'est pas pour que tout soit bien dès demain, mais traverser au mieux cette période. Qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme conseil aux gens qui nous écoutent, à l'échelle locale comme à l'échelle un peu plus globale, pour naviguer au mieux dans cette période totalitaire, j'allais dire. Bon, la première chose que je dirais, c'est que toute épreuve que nous traversons est une épreuve ou un enjeu dont l'objet fondamental, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire notre petite barque, à nous personnellement, et je ne compte même pas la famille. Je ne compte même pas mes enfants, mes parents, mes proches. Nous-mêmes, moi, comment je vais faire pour traverser ça sans être totalement fracassé? Comment vais-je mener mon navire à travers la tempête sans être dématé par le vent? Si je suis dématé par le vent, je suis ingouvernable, donc je ne suis même pas utile à ceux qui sont autour de moi. Donc la première chose, à mon avis, c'est de se constituer pour soi-même ou de se maintenir pour soi-même une existence que j'ose appeler normale. On ne va pas discuter pendant des heures de ce que c'est que la normalité, mais on sait très bien ce qui ne l'est pas. Ce qui est déjà, ça résout le problème. On sait ce qui est anormal. C'est comme le chemin du Tao. Quand tu crois tenir le chemin dans le Tao, ce n'est pas le chemin. On sait ce qui n'est pas le chemin, mais on ne sait pas ce qu'est le chemin. Mais ça nous suffit. Donc, la normalité, c'est quoi? Pour certains, pour moi, c'est le contact permanent avec la grande tradition spirituelle et littéraire. Parce que tout ce que nous traversons, des hommes l'ont connu. Ils l'ont chroniqué, décrit, vécu. Dostoïevski, Solzhenitsyn, mais bien sûr pour le totalitarisme, mais on a connu les pestes. On a le journal de Samuel Pepys, La peste de Londres, qui m'a énormément fait rire quand le Covid a démarré. Vous imaginez ce brave londonien qui n'a rien d'héroïque, rien de particulier, qui, au cours d'une peste qui a emporté quand même le tiers de la population de Londres, le quart, eh ben, il enjambe des cadavres pour se rendre à un mariage, parce qu'on ne va pas rater ce mariage, bordel. Donc, il y a une humanité qui raisonnait autrement face à ce danger que celle d'aujourd'hui, par exemple. Ensuite, vous avez le contact avec la nature qui, à mon avis, est absolument fondamental. Pour moi, même avant la dystopie,
pour moi, la dystopie a commencé exactement le 15 mars 2020, lorsque le pays où je vis, la Suisse, a adopté ces mesures, et que le jour même où ils ont adopté ces mesures, ou le lendemain, enfin le week-end qui a suivi, je marchais dans la rue et je regardais toutes ces affiches de concerts, de spectacles, de musées qui étaient annulés, d'événements qui étaient annulés par les mesures, mais dont les affiches étaient encore là. Et je m'étais dit, je me souviens parfaitement, qu'un autre avatar, une autre branche de cette destinée qui est la mienne et la nôtre, va aller à ce concert, va aller dans ce théâtre, et tout va se passer comme avant, et à un moment donné, ces deux branches vont se rejoindre. C'est en gros ce qui est arrivé aux protagonistes, aux victimes de la plus grande expérience totalitaire de tous les temps, qui était le totalitarisme bolchevique en Russie. Il y a un siècle, ils ont été exterminés, ils ont dû quitter leur pays, ils ont été victimes d'une terreur aveugle, absurde, imprévisible, qui commençait d'ailleurs par dévorer ses propres enfants, donc les bolcheviks eux-mêmes. Et vous les retrouvez aujourd'hui avec le Parti communiste de Russie qui approuve le fait que le chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense, Shoigu, se signe de la croix en débutant la parade du 9 mai. Alors même que Shoigu, il est bouddhiste. Vous imaginez l'immense trajectoire qu'a accompli ce peuple en un siècle, de 1917 à 2022, pour que le Parti communiste de Russie soit en faveur de ce que le chef de l'armée se signe de la croix du Christ. C'est énorme. Eh bien, toutes ces branches, toutes ces petites rivières de la nation russe et des destinées russes ont divergé à un moment donné. Certains ont simplement fini dans les camps, ont été exterminés, sont morts. D'autres sont partis dans l'émigration, d'autres ont collaboré avec les Allemands, ou sont allés aider les Français ou les Britanniques, d'autres sont allés faire les chauffeurs de taxi. Mais à la fin, le fleuve s'est reformé. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une grande allégorie. Dans le pays où je suis né moi-même, la Yougoslavie, je suis né dans une époque totalitaire. J'ai vu comment les gens, dans quel état étaient les gens sous le totalitarisme, et ensuite, comment ils ont, évidemment que c'est un processus de réhabilitation extrêmement long et pénible et décevant, mais quand même, un pays, une humanité, un fragment d'humanité qui est explicitement, enfin qui est entièrement placé sous un régime totalitaire, et ça c'est vraiment ma vie qui vous le dit, c'est le goût que j'ai dans la bouche, en étant né là-bas dedans. Ce pays, quand vous y revenez depuis un pays libre, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on vivait en liberté dans l'Europe de l'Ouest à l'époque. C'est ce qui nous permet, il faut bien se le rappeler, parce que ça nous permet de mesurer le chemin parcouru. Eh bien, quand je revenais, étant adolescent dans mon pays d'origine, j'avais l'impression que toutes les choses étaient grises, que tout était ébréché, que tout était malingre, que la nourriture n'avait pas de goût. Parce que cette grisaille démoniaque s'étale sur tout. Et après, il faut en sortir. Eh bien, on commence par se protéger soi-même de cette grisaille. La nature, les grandes lectures, l'amour. Aimer même ceux qui sont atteints de ça, parce qu'ils sont vos proches, parce qu'ils sont votre sang, c'est le premier pas. Après, on peut éventuellement aider quelqu'un. Beaucoup, Soledad. Ariane, vous voulez réagir ? Je crois qu'il faut se rappeler que le totalitarisme, c'est une ambition vouée à l'échec. C'est une ambition vouée à l'échec, parce que c'est une ambition de contrôle sur le vivant. Eh bien, on peut essayer de mettre toutes les digues qu'on veut sur un fleuve, justement, ou de l'eau, ça ne fonctionne pas. On peut essayer d'enfermer le vent, ça ne fonctionne pas. Donc, il y aura toujours des chemins de traverse. Donc, je crois que c'est fondamental, effectivement, de commencer, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, pour changer. Donc, c'est fondamental de commencer par soi-même. Alors, soi-même, ça veut dire qu'il faut maîtriser ses émotions. Je crois que la première chose, c'est de précisément voir
toute personne qui cherche à vous faire peur ne veut pas votre bien. Donc, il faut réfléchir déjà. Les émotions fondamentales qui sont utilisées pour manipuler, c'est la peur, l'excès d'empathie, la culpabilité. Donc, il faut apprendre à se connaître, tout simplement, et à repérer ces émotions quand elles deviennent excessives. Parce que j'ai coutume de dire que pour faire face au phénomène totalitaire, ça n'est ni la raison, ni les émotions qui peuvent vraiment aider. C'est l'intuition et surtout l'instinct de survie. Parce qu'en fait, le régime totalitaire, il active une pulsion de mort dans toute la population. Et ce qu'on doit retrouver, parce que souvent les gens me demandent, ils me demandent ce que je fais, je m'expatrie, je me mets où, etc. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite, puisqu'il y a des réponses individuelles, puisque nous sommes des singularités, et à un moment donné, dans le régime totalitaire, nous devons chacun trouver la place qui est la nôtre. Et la place qui est la nôtre peut être sensiblement différente selon les gens, et ils peuvent même être au cœur de la fournaise et totalement épargnés, mais parce qu'à un moment donné, ils ont quelque chose à faire à cet endroit-là. Sauf que ce qui se passe, c'est que les gens ne savent plus l'identifier en Occident. Moi, je repère une grande différence entre l'Amérique du Sud et l'Occident, c'est ce rapport à l'instinct. Alors, bon, en même temps, le peuple colombien que je suis, il a une histoire récente, donc il n'a pas tellement perdu son instinct de survie. Mais cet instinct de survie, il vous dit, les animaux, ils savent quand il y a une tempête qui va arriver, quand il y a un ouragan, quand il y a un tsunami, ils savent où se mettre. Il n'y a que nous qui ne bougeons pas, en fait, et qui sommes… donc, pourquoi la raison n'aide pas tant que ça? Parce que finalement, surtout ceux qui essayent de raisonner une situation qui est folle, c'est compliqué, parce qu'en fait, on ne raisonne pas une folie, et c'est compliqué de… Je crois qu'il faut évacuer tout ça en disant que c'est une folie, et la folie, on ne peut même pas l'anticiper, en fait, dans sa folie. Donc, je pense que maîtriser ses émotions et essayer d'aller sentir en soi-même quel est son instinct, qu'est-ce qui nous dit notre instinct ou notre intuition. L'intuition, c'est un peu plus féminin, c'est un peu plus visionnaire, mais ce sont deux outils très importants dans ce qui nous traverse. Après, un conseil particulier pour l'Occident, c'est des habitués du confort matériel. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de gens accrochés à leur confort matériel, alors en particulier quand j'en ai des conseils, tout ça, ils viennent en Colombie. Effectivement, ici, on a la douche froide, donc on a la douche froide, ça fait des années, quoi. Pas aussi froide que dans les Alpes, hein. Attends. Mais voilà, c'est sûr. Moi, j'ai choisi les tropiques j'ai pas choisi. Mais je veux dire, et les réactions sont mais mon Dieu, il n'y a pas de lave-vaisselle, il n'y a pas de… Parce que c'est comme réaction, quoi. Il y a bien d'autres choses. Et qui a été complètement perdu en Occident. Et je crois que, en fait, il y a eu un piège de ce confort matériel, de ce confort qui a donné une illusion de sécurité qui n'en est pas une, en fait. Et d'ailleurs, je crois que ça participe à l'avachissement général. Donc, de toute façon, c'est en cours. Donc, il faut autant s'en déshabituer et aller retrouver des fondamentaux. Je crois que parmi les fondamentaux, il y a un retour à la Terre à faire, ou un retour à des connaissances qui ont des liens avec la Terre, parce que voilà, ça aussi, ça me paraît important, mais c'est cultiver son jardin et cultiver son jardin intérieur. C'est les deux. Absolument. Merci beaucoup à vous deux pour ces réponses fort intéressantes. Je vois aussi des commentaires qui sont vraiment géniaux. J'aime beaucoup cette phrase de Joe Gillian qui dit « c'est pas nous qui allons gagner, mais c'est la réalité ». C'est la vie. C'est vrai. Et dans longtemps. Mais c'est vrai que c'est dans… Non, mais on va pas se mentir, c'est pas dans 3 semaines, mais bon, de toute façon, au bout d'un moment, tous les totalitarismes dans l'histoire de la civilisation se sont effondrés, on est bien d'accord. Bah oui. Parfois, ça a duré longtemps. C'est une période très intéressante. C'est une période qui nous appelle à vraiment à mûrir, à nous interroger par rapport aussi. Voilà, les gens parlent de liberté, mais qu'est-ce que ça veut dire une liberté? Si tu as une liberté de mouvement, mais en fait, tu n'as jamais réfléchi à ce que tu faisais de ton mouvement, en fait, tu n'as pas de liberté, quoi. Donc, la liberté, c'est d'abord quelque chose d'intérieur. Donc, ça permet de se poser des vraies questions. Donc, je trouve que c'est une période aussi intéressante. Absolument, absolument. Et Slobodan parlait de littérature, de nature. Toi aussi, Ariane, il y a aussi la musique, il y a tout l'art en général, en fait. C'est quelque chose qui permet
c'est très très important ce que tu as dit, Slobodan. Je suis entièrement d'accord avec ça. Hein. Vraiment, je pense que et Ariane, je pense que tu ne nous contrediras pas là-dessus. Je pense que faire quelque chose qui nous fait un peu, tu sais, une joie active au sens de Spinoza. Être dans la création. Être dans la création, ce n'est pas être dans l'impuissance. Absolument. Alors, on est un peu en retard. J'avais prévu 1 heure. Il est 55. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Alors, je vais vous demander de commenter 2 citations. Bah, la première, déjà, c'est une de Camus. Donc, c'est dans L'Étranger. C'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, hop, elle est là. Tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est une des phrases que j'aime le moins de Camus, mais j'aime bien son œuvre en général. Mais cette phrase-là, je ne suis pas très fan. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Ce sont les propos d'un dépressif, là. Je pense que c'était pas la plus belle phase de sa vie. Non, mais attends, est-ce que c'est dans L'Étranger? C'est dans le monologue de L'Étranger. Oui. Ouais. Bon, c'est pas Camus entièrement, son personnage. Mais. Non, c'est pas Camus. Le personnage, c'est pas Camus. Il y a beaucoup de gens qui. Il y a beaucoup de gens qui te diront que effectivement, on sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais ça vaut la peine d'essayer. Beaucoup d'optimistes beaucoup de pessimistes dans la pensée qui sont des optimistes dans l'action. Évidemment que tout ça se finit très mal, mais dans l'intervalle, eh bien, on vit. Et il y a une chose dont il faut se rendre compte et qui peut-être court-circuite un peu ce genre de réflexion, c'est que la vie n'a pas de fin. Ce qui est au-delà de la vie n'est pas de la vie. Donc, une fois qu'on est mort, on n'est plus dans la vie. Mais jusqu'au dernier moment de la vie, ben, on est dans la vie. Nous ne connaissons pas l'autre étape. Donc, notre vie est infinie. Jusqu'au moment où elle s'arrête, mais à ce moment-là, ça devient quelque chose d'extérieur à nous. Donc, notre vie est infinie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Non, si, c'est très bien. Je vais laisser Ariane. Notre subjectivité est infinie. Notre objectivité d'être fini, c'est-à-dire d'organisme qui va mourir, c'est autre chose. Mais nous pensons par notre subjectivité. Nous sommes incapables de penser notre objectivité. Ce que ça m'inspire, c'est, je vais paraphraser Sénèque, c'est cette phrase qu'il a à un moment donné en disant nous ne devrions pas craindre de mourir, mais nous devrions craindre de ne pas bien employer le temps que nous avons à vivre, en fait. Et moi, je crois que c'est vraiment là le fond, le cœur du problème. Et précisément, ce qui est mis en place avec la dérive totalitaire, c'est prendre ce temps de vie. Que ce soit par le divertissement d'ailleurs, par le divertissement aussi des films catastrophes et tragiques qui nous sont présentés dans les médias. Et en fait, c'est de la capture, c'est de la capture de notre temps de vie. Et je crois qu'il faut militer à récupérer notre temps de vie et savoir ce qu'on en fait. Absolument. Et notre temps de vie, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait, au final. C'est ce qu'on veut, c'est ce que le totalitarisme veut nous piquer, nous chaparder. Alors, je vais passer la deuxième citation, parce que sinon ça va être un peu trop long, mais je vais passer sur la question, la dernière question que j'ai pour vous. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez réaliser une seule action avec elle, qu'est-ce que ça serait? Vous avez une baguette magique, là, je vous la donne, et vous pouvez faire une seule action, et vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, hein, mais une seule action avec. C'est très... Moi, j'ai réfléchi, je ne sais pas quoi faire. Bon, bah, j'y vais. Alors, parce que j'ai quand même réfléchi à la question. Alors, au départ, si je prends spontanément, je vais dire je voudrais éradiquer la souffrance. Mais en fait, je ne pense pas du tout, parce que je crois que la souffrance, c'est notre lieu d'apprentissage. D'ailleurs, je suis toujours bloquée sur un sujet de dissertation de Karine qui était la souffrance a-t-elle un sens? Je pense que oui, ça a un sens dans ce sens-là, puisque en fait, sans souffrance, nous ne faisons pas d'apprentissage en réalité. Et c'est un constat.
c'est un constat. Alors, donc, ce n'est pas ce vœu-là que je formulerai. Moi, je formulerais le vœu que davantage d'individus puissent s'éveiller à leur singularité. Ce que j'aime dans l'être humain, c'est que précisément, personne ne se ressemble. Et moi, ce qui m'intéresse chez quelqu'un, c'est ce qui lui est absolument unique. Et je trouve que dans la dérive totalitaire, précisément, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tout le monde soit identique, les réponses sont identiques pour tout le monde, les remèdes sont identiques, entre guillemets, sont identiques pour tout le monde, etc. Les corps sont identiques. Et donc, je trouve que moi, si j'avais un vœu à faire, c'est que davantage d'individus aujourd'hui trouvent en eux quel est leur lieu de singularité, et non seulement n'en aient plus honte, mais le valorise. C'est-à-dire que je trouve que personnellement, les êtres qui m'ont marqué dans la vie sont des personnes hautes en couleur et qui assumaient ce lieu-là. Et je crois que l'une des premières fut ma professeure de piano russe, fille de chauffeur de taxi russe, Hélène Liamine, je vais la citer. Et un jour, donc c'est des scènes qui m'ont complètement marqué à vie, quoi. Et donc elle était absolument tyrannique avec moi, parce qu'elle était tyrannique avec moi parce qu'elle m'aimait, hein, donc j'avais bien compris qu'elle voulait que j'avance. Et donc un jour, j'en avais un concours, j'avais un concours dans la demi-heure d'après, donc je ne comptais pas en rythme, j'étais pas en rythme, et elle avait une énorme bague en or, et elle s'énerve, et elle tape sur le piano, elle casse sa bague, le truc. Donc j'étais évidemment à moitié avec un fou rire, parce que je sentais que c'était que de l'amour, cette passion-là, même si elle était violente. Et en fait, voilà, moi ce qui me manque aujourd'hui, c'est des personnages comme ça. Alors j'en ai rencontré un autre pendant le confinement, un autre musicien, chef d'orchestre, Massimiliano. Il a fait 7 opéras, il a écrit 7 opéras pendant les mois de confinement qu'on a eu en 2020. Et c'est pareil, c'est-à-dire que de toute façon, quel que soit l'obstacle, rien ne l'empêcherait de faire sa passion. Et voilà, moi je trouve que chacun a ça en lui, simplement ne le sait pas, est écrasé par la société, est écrasé par il faut être conforme au regard des autres, etc. En fait, votre lieu de singularité, c'est ce qu'on doit absolument assumer envers et contre tous, c'est-à-dire envers tous ceux qui vous disent il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est pas ça. Voilà, moi c'est mon vœu. Eh ben, merci beaucoup, c'est très clair. À toi, Slobodan, bon courage. Oh, non, c'est très simple. Je serai très modeste et blasphématoire. Je ressusciterai feu mon oncle, qui était le meilleur homme au monde, pour une dernière grillade. D'accord. Moi, comme ça, c'est clair. Eh ben, écoutez, merci à vous deux pour ce moment qu'on a pu passer ensemble. Est-ce que ça vous embêterait En fait, j'ai quelques petites questions dans le chat. Ouais, mais il y avait si vous avez quelques questions dans le chat, si vous avez 5 minutes, j'en avais noté 2. Il y avait une première question là-haut, c'était plutôt pour toi, Ariane. Est-ce qu'en Colombie, c'est pire qu'en France en termes de dictature sanitaire? C'était. Ça dépend à quel niveau. Disons qu'en Colombie, il y a les lois écrites et après, ce qu'on fait avec, quoi. Donc les peuples sont voilà. Okay. Pour mettre une colombienne, les gens ils se rendent compte que maintenant c'est totalitaire, nous on est habitués. Alors, voilà. Celle-là, je vais la poser plutôt à Slobodan, du coup. Tous les deux, vous pouvez répondre, hein, j'imagine. Enfin, qu'est-ce qui fait, donc nous demande Anne-Charlotte, qu'est-ce qui fait qu'on n'y a jamais cru? Quand elle dit on, c'est, j'imagine, vous, moi, Anne-Charlotte et pas mal de gens qui nous écoutent ce soir. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'y a jamais cru à ce truc-là? C'est une très bonne question et je pense que là, on entre dans des terres théologiques. Les protestants croient à la prédestination, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a jamais cru? C'est une disposition de caractère et d'esprit. Il y a les gens qui sont participants et les gens qui sont spectateurs ou tout simplement qui restent sur le bord du chemin. Les participants, ils vont participer à tout ce qui se présente. Les spectateurs, ils vont regarder. Et c'est ainsi dans toutes les situations. Vous savez, il y a
Il y a ceux qui veulent absolument, dans une fête de famille ou dans une réunion politique, faire leur petit discours avec leur billet en main. Il y a ceux qui s'en foutent. Je n'ai pas la psychologie, je n'ai pas le portrait robot de celui qui ne marche pas dans la combine. Beaucoup d'écrivains, notamment dans le domaine soviétique et russe, ont fait le portrait de gens qui ne marchent pas dans la combine. Parfois, ce sont de sombres crapules. Parfois, ce sont des gens tout à fait imbuvables. Mais ils ne marchent pas. Ils comprennent que non, pas pour moi, merci, vous repasserez. Ce n'est pas un indice de vertu particulière ni d'intelligence particulière. C'est vraiment quelque chose de... Ça doit être lié au caractère, à mon avis. Moi, par exemple, ça n'a rien d'avantageux pour moi. C'est simplement que je suis ainsi conformé. Depuis l'enfance, par exemple, j'avais une phobie des chemises blanches et des cravates. Et je ne pouvais pas supporter les gens avec une chemise blanche et une cravate parce que c'était les gens qui participaient. C'était ceux qui étaient dans les postes, ceux qui étaient dans l'administration. Et vous voyez, je ne porte jamais de chemise, enfin, en tout cas, jamais de cravate. Et j'ai fait toute ma vie de sorte à ne pas avoir à le faire. Un jour, ma mère m'avait dit « Oh là là, tu mènes une vie de saltimbanque, tu es éditeur, tous tes copains ont fait des grandes carrières et tout ça. » Puis j'ai dit « Mais maman, tu sais que la semaine dernière, j'étais à un déjeuner chez le Premier ministre de tel pays, je ne citerai pas lequel. »« Ah oui, oui. » Puis je dis « Tu sais qu'il y avait un type qui n'avait pas de cravate à table, c'était moi. » Donc, je ne participe pas. Et je le fais savoir, et depuis toujours, je suis à côté du chemin. Alors, ça me fait rater des choses, mais je participe pas. Je commente, je prends les individus, mais je prends pas la masse. Voilà. Mais je sais pas pourquoi. Merci beaucoup à vous deux. Je vais juste en profiter pour terminer par parler un petit peu de vos travaux et de ce que vous proposez. Alors, je vais commencer par Slobodan. Alors, 2 secondes, j'en ai vraiment pas pour longtemps. Tac. Voilà, je voulais vous montrer voilà, ça c'est le dernier numéro d'Antipresse. Ce qui est vraiment intéressant, franchement, j'ai appris plein de choses. C'est extrêmement étayé, c'est vraiment très intéressant pour lier un peu l'histoire avec ce qui se passe aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à lire ce premier article, là, le bruit du temps par Slobodan, justement, très très intéressant. Ce qui est vraiment super aussi avec le PDF, c'est qu'on peut il y a des liens hypertextes en fait qui sont bon, moi je l'ai imprimé parce que j'aime bien bosser à l'ancienne, mais vous avez des liens hypertextes là et vous pouvez cliquer dessus. Mais vous voyez pas mon écran depuis tout à l'heure. Alors attendez. Voilà. Tac, donc en gros, c'est clairement vivant, c'est-à-dire que vous avez le PDF et vous pouvez cliquer sur les liens qui sont des liens hypertextes qui vous permettent d'aller, par exemple, soit sur une vidéo d'une interview sur YouTube de quelqu'un dont il parle dans l'article, etc., etc. Franchement, c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Donc, je vous encourage à jeter un œil à Antipresse. Le lien, je l'ai déjà mis dans la description de cet entretien-là. Donc, si vous regardez même en replay, vous allez en dessous, vous avez le lien directement pour aller voir ce que fait Antipresse. Je parle aussi d'Ariane Biran, j'en profite rapidement. Voilà, donc sur son site, vous retrouvez un petit peu toutes ses actualités et puis les ateliers qu'elle propose, notamment un atelier prochainement sur justement penser le phénomène totalitaire. Hein, c'est ça, Ariane, en juillet? Oui, en juillet, il reprend en juillet, il s'arrête en juin, il reprend en juillet. Il y a littérature et totalitarisme aussi qui sera en juillet-août. Ok, bah écoutez, voilà, c'est parfait pour moi. Je vais vous abandonner là. J'ai presque tenu sur 1 heure. Hein. Franchement, je suis fier de moi. Je ne pensais pas que je tiendrais sur 1 heure. C'est difficile de faire court. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Merci vraiment infiniment à vous deux pour votre présence ce soir. Merci Slobodan, merci Ariane. Est-ce que je peux me permettre un petit commentaire? Il y a quelqu'un qui nous a suivis depuis le début, c'est notre ami Jean-Dominique Michel. Il faut absolument lire. Il faut lire. Et d'abord, il faut répondre. Il faut lire ses interventions, mais il faut lire aussi ses articles, ses analyses, particulièrement sur le Covid. Sans lui, nous ne serions pas allés loin. Merci Jean-Dominique de nous avoir suivis. Merci Jean-Dominique. Et je vous encourage aussi à regarder une conférence que Jean-Dominique a fait avec Louis Fouché il n'y a pas très longtemps, qui est passionnante également passionnante de résilience et d'analyse lucide de la situation. C'est vraiment Jean-Dominique, merci beaucoup pour tout ton travail.
Bah, écoutez, merci à tous dans le chat également. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à diffuser au maximum cet entretien si vous l'avez trouvé intéressant. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne humaine si vous le souhaitez. Vous pouvez aller directement sur notre site internet. Vous avez les dons en haut à droite. N'hésitez pas à nous aider si le cœur vous en dit. Et puis, alors normalement là c'est le moment où j'oublie le jingle de fin, mais là je ne vais pas l'oublier, c'est bon, c'est magnifique, c'est incroyable, je me professionnalise. Merci beaucoup à vous deux, je vous fais... Bravo. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.